Bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver sur El Marhalibiya pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus. Merci pour votre fidélité. Nous allons revenir ce soir, donc, comme chaque soir, sur l'actualité. Une partie de l'actualité qui domine l'Algérie ce soir, et d'ailleurs ce soir même à l'international, puisque vous allez le voir, c'est la thématique. Voici le titre de l'émission: Algérie, puissant influenceur dans la région du Sahel. Point d'interrogation. Nous allons essayer de comprendre où en est l'Algérie en tant qu'État, en tant que nation, en tant qu'armée, en tant que puissance militaire, en tant que puissance sécuritaire, où en est sa position et quel rôle elle peut jouer. Toute une liste de représentants, de chefs d'État. On a longuement évoqué, bien évidemment, la présence pendant 3 jours du chef d'État français Emmanuel Macron. Mais la Mamra a reçu l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU. Tant de visites, il y a bien évidemment l'Italie. Le président Abdelmadjid Tebboune a reçu l'ambassadeur de Norvège en Algérie. La Mamra, le ministre des Affaires étrangères, qui a reçu son homologue, le ministre des Affaires étrangères malaisien. Tant de rencontres. La Norvège aussi. On va essayer de comprendre pourquoi autant de visites physiques, parfois téléphoniques, parfois en visio. Pourquoi tant de personnalités se rendent en Algérie, et puis à commencer par celui qui a été reçu aujourd'hui, c'est Charles Michel, le président du Conseil européen, donc, qui a été reçu aujourd'hui en Algérie. On va essayer de comprendre un petit peu aussi sa présence, sachant que ce qu'a annoncé notamment la presse dans le cadre de cet échange, on parle d'un partenariat de confiance. D'autant plus important, dit le patron du Conseil européen, dans les circonstances actuelles. Il fait bien évidemment allusion à cet enjeu géostratégique qui touche maintenant de plus en plus le monde depuis plusieurs mois, notamment de ce conflit entre la Russie suite aux attaques face à l'Ukraine. On connaît les problématiques, on va en parler aujourd'hui en termes notamment d'hydrocarbures et de gaz. On va essayer de comprendre aussi la place de la Russie dans cette région du Sahel et la position de l'Algérie, en quoi est-elle influenceuse ou pas. Et puis ce que dit le patron du Conseil européen, un partenariat énergétique est au cœur des discussions avec l'Algérie, des enjeux et des intérêts pour l'Europe. Voilà donc ce que dit Charles Michel. Avec nos invités, on va donc revenir sur cette actualité. Pour commencer, je voudrais juste tout de même, puisque la question, vous l'avez vu, il y a un point d'interrogation, la position. Est-ce que l'Algérie aujourd'hui est-elle un point fort, un élément important, un médiateur qui pourrait permettre à cette région du Sahel d'abord un certain maintien en termes d'économie, en termes de sécurité, de paix, et puis la présence de certaines grandes nations comme la Russie, l'Amérique ou encore la Chine, et bien évidemment les pays occidentaux. Donc on parle aussi de stabilité. Est-ce que l'Algérie aujourd'hui, d'un point de vue sécuritaire, militaire par exemple, est un pays stable? Et pour ceci, je vais vous notamment lire ce qu'a annoncé donc hier dimanche Brahim Bourali, qui est le président de l'APN, l'Assemblée populaire nationale. Voilà ce qu'il dit: la sécurité et la stabilité que connaît l'Algérie sont le fruit de la volonté sincère du président de la République Abdelmadjid Tebboune. Elles ont été également rendues possibles grâce aux institutions du pays qui ont prouvé leur cohésion avec leur patrie et leur peuple, en tête desquels l'armée nationale populaire, donc a rappelé le patron de l'APN, et il remet ici en exergue aussi que ceci a été fait suite aux annonces lors de l'élection d'Abdelmadjid Tebboune. Ce sont ces annonces et ce qu'a mis en place le président de la République qui permet cette stabilité. C'est la question aussi qu'on se pose ce soir. Nos invités, donc en direction de Washington, des États-Unis, Hamid Lelou, bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation, et bonsoir à Anis et à tous ceux et celles qui nous suivent. Merci. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de Reaching Independence Truth Social. Vous pourrez en dire 30 secondes tout à l'heure de quoi il s'agit. Vous l'avez présenté, Anis Alkama, bonsoir. Psychologue, militant, analyste politique. Bonsoir, cher Anis Alkama. Bonsoir tout le monde, merci pour l'invitation et bonsoir Hamid, cher ami. Merci infiniment. Comme il vous l'a annoncé sur ses réseaux sociaux, Jamel Din Benchenouf est de retour avec une nouvelle dynamique.
toujours fidèle au poste, auprès des téléspectateurs et des téléspectatrices. Il vous laisse un message ce soir, notamment sur son retour. On l'écoute et on se retrouve tout de suite après. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Content de vous retrouver, Ahlan Bikoum. Je voudrais d'abord vous dire que je ne présente plus l'émission Microscope. Les émissions ont toujours besoin de se renouveler et de changer de visage. Et puis, place aux jeunes, n'est-ce pas? Je vais donc, à partir de demain, mardi 5 septembre, vous présenter chaque jour, du lundi au jeudi, une relativement courte réflexion sur des sujets et d'autres. Une communication qui se déclinera un peu en une formule qui tiendra de l'édito, de la chronique et du billet d'humeur en même temps. Le vendredi, j'animerai pour vous une émission d'1h30 qui sera consacrée à des thématiques qui intéressent l'opinion publique, qui vous intéressent, où nous tenterons de vous soumettre des lectures, des analyses et de vous apporter des éclairages. Merci de continuer à nous ouvrir votre lucarne sur le monde. Merci de continuer à nous suivre. Merci, cher Jamaldine, que vous allez donc pouvoir retrouver tous les jours. Et puis avec cette grande émission des thématiques en profondeur, avec aussi des invités qui passeront sur cette émission. Jamaldine Benchenouf, qu'on ne présente plus, journaliste, éditorialiste, spécialiste en géopolitique, donc algérienne. Merci et heureux de te retrouver, cher Jamaldine. Anis Al-Qama, je vais commencer par vous. Je voudrais vous faire réagir d'abord par ce que nous a annoncé le président de l'Assemblée populaire nationale, puisqu'il s'agit du pays, et qui dit aussi position, notamment dans cette région du Sahel, dit aussi pays stable, pays crédible, pays légitime, avec une certaine puissance à tous les niveaux, pays même, j'ai envie de dire, exemplaire, parce que ça c'est aussi important de pouvoir recevoir tous ces responsables politiques. Mais avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, de toutes ces visites, de la position de l'Algérie dans cette région, quand Brahim Bourali, rapidement, je le rappelle aux téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre, nous dit que la sécurité et la stabilité que connaît l'Algérie sont le fruit de la volonté sincère du président de la République. Elles ont été également rendues possibles grâce aux institutions du pays qui ont prouvé leur cohésion avec leur patrie et leur peuple, avec bien évidemment un rôle en tête, je finis de citer, ça c'est important, en tête desquels l'armée nationale populaire, en tant qu'Algérien, militant politique, hirakiste, analyste, vous réagissez comment? Vous êtes fier, vous êtes heureux, c'est une bonne nouvelle? Alors, il faudrait relativiser les choses. Quel est ce pays stable dans lequel on a mis en prison la moitié des ministres qui étaient sous Bouteflika, on a mis en prison énormément de militaires, donc de hauts gradés militaires. Nous voyons bien qu'il y a une guerre de clans claire et tranchée en Algérie. Elle est encore active, même si ça s'est stabilisé un peu plus ces derniers mois, effectivement. Mais il y a quand même une instabilité au niveau du régime politique. Pour ma part, moi, la stabilité, je ne la verrai que lorsque nous serons réellement un pays développé au sens propre du terme, et non pas un pays de rente qui ne fait que vendre du gaz et du pétrole. Enfin, je le dis de manière triviale, c'est à peu près cela. Je dirais que notre pays sera stable lorsque on aura une réelle démocratie qui donnera l'occasion à ses citoyens de s'exprimer, qui donnera occasion aux courants politiques de s'exprimer dans un cadre équilibré, dans un cadre ouvert, dans lequel les médias ne sont pas sous la botte des clans du régime qui s'entre-déchirent. Donc, stabilité est toute relative. Il est évident que nous ne sommes pas dans la situation de la Libye ou de la Syrie. Nous ne sommes pas non plus dans la situation de la Finlande ou de la Suède. La stabilité, elle a été achetée à base de pétrodollars et à base d'achat des sociales au temps de pas. On a bien vu que lorsque
il a commencé à avoir une forte paupérisation et un ras-le-bol de ce système Bouteflika. On a vu que les Algériens ont commencé à sortir dehors et à réclamer la démocratie. Et bien sûr que cette conjoncture d'augmentation relative des prix du gaz, même si notre consommation interne est très forte, donc il ne bénéficiera pas énormément, l'inflation galopante montrera bientôt, je pense, que cette stabilité n'est qu'une image et n'est qu'un vernis en réalité. Merci Anis El-Khama. Restez avec nous. Même réaction, aussi vue de l'extérieur. Je rappelle, vous êtes aussi aux États-Unis. Hamid Lelou, voilà aussi ce qu'a annoncé le patron du Parlement algérien. Il dit les grandes étapes franchies par l'Algérie, à commencer par la garantie de sa sécurité et de sa stabilité, ont été rendues possibles grâce à une volonté politique forte et sincère, traduite par le président de la République à travers un programme ambitieux et des promesses formulées lors de sa campagne électorale. Il dit aussi, c'est des informations importantes pour les téléspectateurs, il a aussi salué, donc je parle du président du Parlement algérien, à cette occasion, les dernières décisions prises par le président Abdelmadjid Tebboune à la veille de la rentrée scolaire. Il cite notamment la révision des salaires, des pensions de retraite et de l'augmentation de l'allocation chômage. Comment vous réagissez à ces annonces? C'est une bonne nouvelle, c'est une réalité à votre sens, Hamid Lelou? Alors, ce sont deux questions qui sont complètement différentes. Réalité ou bonne nouvelle? Bonne nouvelle en théorie, oui, ça devrait être une bonne nouvelle quand les responsables parlent de cette façon, mais est-ce une réalité? Ça, c'est autre chose. Que je sache, un président de Parlement, il ne travaille pas pour le président. Le président du Parlement, c'est le patron du législatif qui est là pour contrôler l'exécutif. Donc, il n'est pas là pour distribuer des bons points à l'exécutif. Mais vous savez, votre question, c'est la suite à la question que vous avez posée à notre ami Anis. Et j'ai envie de la mettre un petit peu dans le contexte diplomatique, politique et diplomatique. Alors, il y a trois mots qui ont attiré mon attention depuis le début de cette émission. Influenceur, sincérité, stabilité. Bon, je vais commencer par stabilité. Moi, je dirais plutôt statu quo que stabilité, hein, parce que stabilité, on sait ce que c'est. Un pays qui est stable, c'est un pays déjà où on a le droit de s'exprimer, où on a le bien-être, où l'eau n'est pas coupée, etc., etc. Donc, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Le deuxième mot, c'est sincérité. C'est un mot qui revient assez souvent. Je ne sais pas si vous avez remarqué, pendant l'époque de Bouteflika, c'était l'alacrité exceptionnelle de Bouteflika. Et on avait le président Hollande, le toubib, le médecin, on avait besoin de lui pour nous dire ça. Maintenant, c'est les gens qui courent ou qui accourent pour venir au secours de Tebboune, le menteur, en disant qu'il est sincère. Alors, c'était Macron, il y a quelques jours, qui a dit que Tebboune était sincère. Maintenant, c'est le président de cette institution nationale qui dit qu'il est sincère. C'est pour dire que non, c'est pas un menteur. Et le troisième mot, c'est influenceur, et j'aime bien ce mot, parce que influenceur, c'est dans la politique, c'est quelque chose de très très important. Et j'ai envie de définir la diplomatie, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui. On va parler de la diplomatie algérienne sur la scène internationale, la scène régionale. Au XVIIe siècle, a été définie de cette façon. On dit que la diplomatie, c'est la science des constitutions sociales et politiques d'un État qui lui permettent de concilier ses devoirs, ses obligations et ses intérêts lors des négociations internationales. Et pour ça, j'inclurai dans le politique deux aspects importants qui sont manquants dans la diplomatie algérienne, à savoir une capacité économique et militaire. Sans ces deux atouts-là, vous ne pouvez pas parler de diplomatie, parce que ce sont deux atouts qui sont utilisés comme un levier pour toute négociation. Et enfin, influenceur, au lieu de dire médiateur,
parce que l'Algérie ne peut pas être médiateur sur la scène régionale dans le Sahel. On ne peut pas être partie prenante et médiateur. Et d'ailleurs, un des signaux importants qui a été envoyé au régime algérien, c'est le refus des Nations Unies d'octroyer aux représentants algériens Boukadoum le titre de négociateur pour la cause ou pour le problème libyen. Donc, c'est les trois mots qui sont très, très importants pour moi. Et encore une fois, tout ce brouhaha qui se passe au niveau de la diplomatie algérienne, j'aimerais bien que l'Algérie ait cette aura internationale. Mais tout ça vient des médias locaux, médias algériens qui sont à la porte du système. Moi, je lis la presse internationale, toutes ces visites à l'international, à part celle de Macron, c'est tout à fait normal, c'est une grande puissance. Le reste, ce n'est que... c'est la prochaine. Restez, alors je ne sais pas, je pense que vous ne m'entendez pas. Restez avec nous, Hamid Lelou, c'est la prochaine question justement. On va écouter ici le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de nous parler notamment de l'Algérie en tant que puissance avec un rôle prépondérant. يأمنش بالقدرات تاع بلادها يأمنوا بالقدرات تاع الغير هما دايرين روحهم ما الجزائر قوة ضاربة العالم كله معترف بالجزائر إلا بعض الجزائريين تلقاهم نهار كامل هما يقزموا في البلاد نهار كامل هما ينتقدوا نهار معليش الانتقاد مليح الانتقاد البناء يخليك يعني تفوت المراحل الأخرى ولكن ما تقزمش بلادك العالم كله عارفها باللي قوة جهوية باللي قوة تجيب السلام في المنطقة باللي قوة جابت توازنات في المنطقة دولة اللي تخرج 250 ألف جامعي سنويا بقى لي أنا ما نشكك في الشباب تاعها ستارت اب ميكرو انتربريز ولا غيرها. Voilà, on a écouté ici le président Abdelmadjid Tebboune qui s'exprime sur l'Algérie en tant que puissance et voilà ce qu'il avait notamment dit dans le cadre d'une interview au Point. Je cite, la solution au Mali sera à 90% algérienne. Anis Alqama, prochaine question pour ouvrir cet échange. Maintenant en termes de diplomatie, on va essayer de comprendre un peu la position de l'Algérie notamment dans cette région. Hamid Lelou a bien fait de le souligner, c'est bien parce que vous avez compris le titre, effectivement, influenceur, c'est pas médiateur. Quand on est influenceur, c'est qu'on a une sorte de force de pouvoir vraiment influencer tout simplement. Selon vous, à quoi riment toutes ces visites, Anis Alqama, qu'on peut voir maintenant de l'Italie à la France, à la Norvège, le patron de l'Europe aujourd'hui qui est présent. Je rappelle que le Conseil de l'Europe a dénoncé, notamment en novembre 2020, a dénoncé effectivement la situation critique de la liberté de la presse, la liberté d'opinion en Algérie. D'ailleurs, l'Algérie avait réagi d'une manière assez virulente. Je vous lirai l'extrait tout à l'heure. Anis Alqama. Je pense qu'à mon avis, nous pouvons lire cette effervescence de visites diplomatiques à l'aune de la crise gazière que vit l'Europe actuellement. L'Algérie étant à 11% pourvoyeuse de gaz en Europe, bien sûr, vous m'entendez? Je l'espère, ça saccade un peu, mais allez-y, continuez, peut-être que ça va revenir. Non, parce que j'entends un écho, mais c'est pas grave, je continue. Donc, bien sûr que l'Algérie qui fournit 11% du gaz en Europe et les autres solutions étant techniquement pas faciles, donc de ramener du GNL, du Qatar, etc., des États-Unis, ne pourront pas couvrir totalement ce manque-là que pourrait constituer si l'Algérie refusait d'exporter son gaz, qui est quand même très très peu probable, fait que, bien sûr, il y a des chancelleries qui s'intéressent à notre pays. Mais justement, c'est ça qui est triste, c'est qu'on s'intéresse à notre pays comme on s'intéresserait à un pays rentier, c'est-à-dire pourvoyeur de gaz et de pétrole. Quel est l'objectif au final, quel est l'objectif d'une nation ou d'un État? C'est de créer les meilleures conditions de vie pour son peuple.
est-ce que le régime algérien, dans ce qu'ils appellent eux-mêmes le redéploiement de la diplomatie algérienne, donc avec ce côté un peu fanfaron, est-ce que réellement il s'occupe d'attirer des investissements dans notre pays? Est-ce que réellement il s'occupe de créer un climat des affaires intéressant dans notre pays? Est-ce que réellement il s'occupe d'attirer tout ce savoir-faire-là dans notre pays? Est-ce que réellement ils sont compétents pour ce genre de choses? Moi, je pense qu'on peut tout à la fois faire preuve de pragmatisme politique, de faire preuve d'une certaine réelle politique, et en même temps ne pas renier ses valeurs. Moi, j'aimerais bien, je l'ai dit la dernière fois dans l'émission, que lorsqu'il y a des pays, des grandes puissances, donc qu'on critique la France ou pas sur l'histoire, et bien sûr qu'elle est critiquable, mais qu'il y ait des grandes puissances qui viennent s'intéresser à notre pays, est-ce que derrière nous, on a autre chose que des gesticulations diplomatiques? Est-ce qu'on a réellement des choses qui suivent? Est-ce qu'on a réellement des pays qui viennent se dire, tiens, ce pays-là, son indice doing business ou son climat des affaires et d'investissement sont assez intéressants pour que je vienne y mettre mes souhaits, pour que je vienne y mettre aussi mon savoir-faire. C'est ce que savent faire d'autres nations, c'est ce que savent faire d'autres pays d'Asie et d'Afrique également, et c'est ce qu'on ne sait pas faire. On ne sait faire que des gesticulations diplomatiques, on ne sait faire que des provocations diplomatiques, certaines fois, qui ne feront que se retourner négativement contre notre pays, contre son image, et au final, contre l'argent qu'on pourrait attirer dans notre pays. Parce que ce n'est pas à base de petites phrases ou de petits mots qu'on fait nourrir son peuple. Et je le dis et je le répète encore une fois, ce n'est pas le régime des mollahs iraniens qui me fait rêver en Algérie. Ce n'est pas une alliance avec l'Iran qui me fait rêver. Ce n'est pas forcément en reniant nos principes qu'on arrivera à faire développer notre pays, mais ce n'est pas non plus en faisant de la provocation à tout bout de champ, alors qu'en réalité, en termes de puissance, bien sûr qu'on a une grande armée, bien sûr qu'on aimerait que cette armée soit beaucoup plus forte, mais n'oublions pas qu'on a uniquement le 4e PIB en Afrique, donc après le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte via l'Algérie, en 4e en Afrique, et on a uniquement une armée qui est aussi entre la 25e, donc le 25e rang et le 30e rang au monde. Ce n'est pas avec cela qu'on fera peur concrètement aux États-Unis ou contre même à l'Europe ou contre même à l'Espagne ou à l'Italie. Travaillons pour être puissants. Apprenons comme ont fait les Chinois. Ils ont accepté de passer 20 ans à être appelés l'usine du monde, à faire un travail très très difficile, à accélérer les investissements dans leur pays après la réforme qu'avait initiée Deng Xiaoping, à travailler de manière acharnée en évitant les provocations diplomatiques, mais on voit comment réellement la Chine a pu devenir puissante au point où maintenant elle peut mettre, comment dire, les points sur les i et dire qu'elle existe dans le monde. Je rappelle juste, et je laisse la parole après, qu'il y avait un très célèbre discours de Bourguiba dans lequel il disait que, en critiquant bien sûr les leaders panarabistes, sachant que Bourguiba était néo-dostourien, donc il était hors de ce délire-là, provocateur panarabiste, et il disait ces leaders-là, en parlant bien sûr des leaders égyptiens et algériens, ne font que gesticuler et dire je provoque les États-Unis. Et comment vous allez provoquer les États-Unis? Comment vous allez les battre? Comment? Est-ce que vous avez une armée puissante? Est-ce que, à la limite, vous avez l'armée russe? Est-ce que vous avez une armée comme la Corée du Nord? Non. Et il disait dans ce fameux discours, lorsque à Monastir, dans mon palais, j'ai mon chauffage d'eau qui est bloqué, ben je dois appeler des Européens ou des Américains pour le réparer. Je dépends encore d'eux. Donc lorsque nous deviendrons comme les Chinois, ou lorsque nous aurons de grandes industries, au moins comme la Corée ou la Chine, là, à ce moment-là, on pourra dire que nous sommes une puissance mondiale. Et jusqu'à présent, je ne vois pas cela. Je ne vois pas de savoir-faire qui puisse nous permettre d'être aussi puissants que peut-être. Hamid Lelou, même question. Toutes ces visites, selon vous, d'abord, elles riment quoi d'un point de vue général, mais aussi le Mali, 1400 km sur cette frontière avec le Mali et l'Algérie. Selon vous, aujourd'hui, l'Algérie, elle se positionne réellement comme un élément important, prépondérant. C'est un État influenceur important, en tout cas, qui pourrait par exemple permettre demain une meilleure entrée de la Russie. Je rappelle qu'il y a quelque temps, il y a eu la 10e conférence en visio sur la sécurité internationale auquel a participé le chef d'état-major algérien Saïd Chengriha, où il a dit clairement que ce forum, je le cite, reflète la volonté de Moscou de renforcer
renforcer nos relations et constitue une occasion d'échanger des points de vue et d'évaluer les questions liées à la sécurité internationale. Est-ce qu'aujourd'hui l'Algérie, par exemple, si on prend la Russie, l'Iran, la Chine, les États-Unis, aujourd'hui, on évoquera aussi l'Ukraine dans quelques instants, est-ce qu'elle a une forte position réellement? Est-ce qu'elle a une forte puissance? Elle devrait. Elle devrait. Du fait de sa taille, ne serait-ce que géographique, de ses ressources, de ses capacités humaines, de son histoire. Elle devrait. Elle devrait. C'est au conditionnel. Malheureusement, pourquoi malheureusement ce n'est pas forcément le cas. Quand vous avez un soi-disant président qui crie haut et fort à tous ceux qui veulent entendre, nous sommes une puissance régionale. Si vous êtes une puissance, ne le criez pas. Faites-le savoir. Vous n'avez pas besoin de le crier. Si vous voulez le respect d'autrui, ne dites pas « respectez-moi », imposez le respect. Vous l'imposez. Et moi, j'irai avec des faits. Je n'ai pas envie de polémiquer, épiloguer à droite et à gauche. Je vais vous donner quelques faits très concrets. C'est le but de votre présence. C'est le but de votre présence, justement. C'est d'avoir vos analyses avec des éléments et des faits précis. La visite de Macron... Qu'est-ce qui s'est passé avec la visite de Macron? J'avais dit qu'il faudra attendre la fin de la visite de Macron pour en tirer les conclusions ou bien les enseignements. Je ne sais pas si vous avez lu la déclaration commune algéro-française. Moi, je dis algéro-française parce que je suis algérien et aussi parce que par ordre alphabétique et le langage diplomatique suit l'ordre alphabétique. Dans la déclaration, toute la déclaration, moi je les avais comptées 14 fois, il disait France et Algérie. Il ne disait pas l'Algérie et la France. Donc la France était en premier. Et ça, c'est très important dans le langage diplomatique. Numéro 2, toute la déclaration a été écrite sur un papier à en-tête officiel de la présidence française. Troisièmement, à ce document, ils ont apposé la signature ou le nom du président, soi-disant d'un président d'un État souverain. Quatrièmement, la version arabe n'était que la traduction qui a été remise à la presse nationale. Il n'y a jamais eu de document écrit en arabe avec un en-tête de la présidence algérienne. Et le comble de tout ça, c'est quand il y avait cette conférence de presse jointe entre Macron et Tebboune, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Tebboune avait pris la parole parce que c'est lui l'hôte, c'est lui qui accueille. Il s'est limité à des déclarations laconiques, comme d'habitude, en les lisant bien sûr, et tous les détails, point par point, de l'accord ont été énumérés et donnés en détail par Macron. C'est lui qui a parlé de la commission mixte, c'est lui qui a parlé de la coopération, c'est lui qui a parlé du fonds d'investissement pour les PME et les startups de la jeunesse en Algérie, c'est lui qui a parlé du fonds pour aider la diaspora algérienne établie de l'autre côté de la Méditerranée, c'est lui qui a aussi parlé des partenariats et qui a parlé même d'un mot très 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 important, qui a utilisé le mot existentiel. À cause de notre existence, on est obligé d'avoir des rôles, etc., etc. Donc, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais ça vous donne une impression concrètement, en diplomatie. Quand vous lisez ce genre de langage et la manière dont il est fait, vous pouvez vous rendre compte, est-ce que vous comptez sur la scène ou vous ne comptez pas? Maintenant, puis si je ne me trompe pas, pour l'instant, les Algériens ne connaissent pas réellement le contenu précis de ces échanges, de ces accords. Moi, les contenus en détail, ils ont dit qu'ultérieurement, ils vont développer certaines choses, mais la déclaration conjointe, moi, je l'ai postée sur ma sur ma page Facebook et j'ai fait les commentaires. Elle est de 4 pages, c'est en français. Et quand j'ai dit c'est des faits, j'invente pas. Oui, mais c'est surtout sur des échanges, notamment peut-être économiques. On parle d'enjeux, d'hydrocarbures, etc. Je vous laisse terminer, Hamid Lelou. Oui, dans ça, alors pourquoi ce balai diplomatique? Je dirais que c'est naturel. C'est naturel du fait de la position
stratégique de l'Algérie, il y a le gaz que nous ne maîtrisons pas, le marché du gaz, il y a la situation en Ukraine, bien sûr, mais aussi parce qu'on a des fenêtres et des portes sur le monde extérieur, sur la Tunisie, sur la Libye, sur le Mali, sur le Niger, sur le Maroc, sur la Mauritanie et sur le bassin méditerranéen. Vous ne pouvez pas ne pas inclure l'Algérie dans ce jeu géopolitique, même si son rôle se réduit à peut-être exécuter et à suivre. Et un autre élément, c'est l'information. Par exemple, nous savons le fait qu'il y a des acteurs internationaux sur la scène du Sahel, y compris les Français, à l'époque à travers l'opération Barkhane qu'ils ont arrêté sous l'influence ou sous la pression des Russes à travers les mercenaires Wagner, mais ils ont aussi leur mission épervier qui au fait a fait décaler ou bien transposer Barkhane, pas pour quitter l'Afrique, mais ils l'ont transposé vers le Burkina Faso. Et pour faire, et la France, et les États-Unis, et les Russes ont besoin du soutien algérien ou de la coopération algérienne dans le domaine de l'information, de ce qu'on appelle l'intelligence. Merci. Et d'ailleurs, ça, c'est un point commun à tous les pays qui ont un intérêt en Algérie. Souvent, c'est le gaz, le pétrole, bien sûr, et les autres ressources, et l'information. Parce que le Sahel est devenu une plaque tournante dans la sécurité régionale, aussi bien pour le Moyen-Orient que pour l'Europe. Et l'Europe, elle est importante pour les États-Unis et pour la Russie. Je reviens à vous dans un instant. Anis El-Khama, qu'on continue avec, on essaye de comprendre un peu en profondeur effectivement la puissance, la force de l'Algérie. C'est tout de même un pays puissant à plusieurs niveaux tout de même. Je voudrais avoir d'abord votre réaction sur sa position. Bon, on sait qu'aujourd'hui, voilà, la guerre suite à l'attaque russe, la guerre continue maintenant depuis février dernier entre la Russie et l'Ukraine. On peut imaginer deux clans aujourd'hui, l'Occident, l'OTAN, et puis de l'Amérique et de l'autre côté la Russie pour aller vite. Où se positionne aussi, deuxième question, mais j'aimerais aussi avoir un peu votre analyse profonde sur la position, enfin la force de l'Algérie sur cette région du Sahel. Rappelons qu'il y a eu un peu plus de 5000 hommes militaires donc, qui faisaient partie de Barkhane, qui a été retiré donc, dernièrement par Emmanuel Macron pour apporter un élément d'information. Mais voilà la position aussi de l'Algérie aujourd'hui. On sait que Saïd Chengriha achète de l'armement chez les Russes. Il y a aussi l'OTAN d'un côté, les Russes de l'autre. La France est allée aussi pour négocier un peu en disant attention, je vais vite, mais peut-être que cette France-Afrique, nous on veut la préserver et faut pas trop que la Russie prenne trop de place parce que moi, Emmanuel Macron, je suis présent. Comment vous voyez la position de la France aussi? La France, de l'Algérie, pardon. Hamid a bien fait de parler de la dimension sahélienne aussi. Et effectivement, l'Algérie, avec sa profondeur, donc d'Afrique et je dirais même quasi subsaharienne, a un rôle important à jouer dans la région. Et a joué un rôle important, il faut aussi dire les choses. Il y a eu dans les accords d'Alger, on se rappelle des accords d'Alger donc qui concernaient le Mali. Il y a bien sûr cette question-là des forces françaises qui sont retirées du Mali sous la pression du régime en place et d'une partie de la population. Et cette question des miliciens / comme certains les appellent, coopérants militaires Wagner dans la région. Et l'Algérie a un rôle et joue un rôle effectivement d'information et de transmission des informations sur cette région-là. Rappelons que récemment, l'Algérie a transmis des informations concernant les activités du Maroc apparemment suspectes dans le Mali, à qui ils les ont transmis à l'armée française et donc à la France. Nous voyons bien que l'Algérie veut donner un sens, disons, anti-impérialiste, anti-grande puissance, mais au final collabore. Après, ce n'est pas cette collaboration que je critique le plus, c'est qu'elle se fasse
entre les régimes de renseignement, donc les systèmes de renseignement nord-africains, avec les pays occidentaux, et qu'ils ne se fassent pas entre eux. Je déplore qu'en réalité, on vienne à se diviser entre Algérie et Maroc, et qu'au final, les informations que l'on donne, on les donne à la France ou aux grandes puissances. Et c'est ça qui est triste. C'est qu'en réalité, ils donnent une image de vouloir rompre avec cette tradition-là, néocoloniale, etc. Mais au final, on a bien vu avec le protocole en Algérie, on a bien vu avec les rapports intimes qu'entretient la dictature algérienne avec le régime français, qu'ils sont totalement, en ce moment en tout cas, sur la même longueur d'onde. Il y a eu un refroidissement aussi des relations avec le Maroc lorsqu'ils ont eu les informations sur le fameux logiciel israélien, le nom va revenir, qui a montré qu'au final, les Marocains espionnaient la France. Et donc après cela, il y a eu un refroidissement des relations entre la France et le Maroc. L'Algérie essaye d'en profiter, mais le problème, c'est qu'on n'essaie pas d'en profiter pour pouvoir attirer des savoir-faire français ou attirer des investissements français. On en profite uniquement en essayant de se positionner avec le Maroc dans cette guerre qui n'en finira apparemment jamais et qui ne finit pas de diviser notre région. Donc, bien sûr que les relations diplomatiques sont complexes, bien sûr que l'Algérie a une situation prépondérante dans la région, vu sa situation géographique, vu son étendue géographique et vu ses ressources gazières et pétrolières. Mais j'aurais aimé qu'on ait une importance, un peu comme à la petite île de Singapour, en termes de connaissances, en termes de développement de la connaissance dans le monde, en termes d'invention de software ou de hardware, ou d'intervention dans de grandes conférences, ou de soft power intellectuelle, un peu comme fait la Corée du Sud ou Singapour ou certains pays asiatiques. Si je dois résumer de manière triviale, on nous regarde uniquement si nous avons des informations au niveau militaire, au niveau sécuritaire et au niveau gazier. Est-ce que l'Algérie peut exister en dehors de cela? Est-ce qu'elle peut avoir un aura international avec ses intelligences, avec sa culture, avec sa diplomatie, mais réellement culturelle? Transition. Sa soft power. Transition toute faite, c'était le prochain volet. D'abord, je voudrais juste vous lire novembre 2020 que le Parlement de Strasbourg a donc adopté une résolution, vous allez le voir, donc par 669 voix contre 3, dans laquelle il a condamné fermement les excès dictatoriaux, je cite bien sûr, du gouvernement algérien, en particulier la répression des militants des droits de l'homme et des journalistes et la censure sous toutes ses formes qui est imposée aux médias critiques à l'égard du régime. La résolution demande toujours au gouvernement d'ailleurs d'Alger de libérer tous les prisonniers politiques et détenus du mouvement de protestation du Hirak qui continue toujours. Derrière, Alger a répondu, fureur à Alger contre cette résolution que je viens de vous énumérer. Pour l'Algérie, je cite la résolution européenne présentée donc jeudi, c'était le 27 novembre 2020 si je ne me trompe pas, qui dénonce la détérioration des libertés, est truffée d'allégations et d'accusations gravissimes et malveillantes. Fin de citation. Donc transition toute faite. Vous avez énuméré à l'instant quelques éléments, notamment en termes de culture, peut-être d'image aussi, de représentation à l'international. La sécurité, c'est aussi de la stabilité dans le pays. Hier, donc le chef d'état-major Mhenna Djebbar a été nommé dans les fonctions de directeur général de la documentation et de la sécurité extérieure. C'est peut-être le poste le plus important, un poste à haute responsabilité. Je rappelle qu'il y a à peine 2 mois, c'est Abdelghani Rajdi qui avait été nommé et il a été donc remplacé hier. Et il faut savoir que c'est un poste qui a vécu plusieurs remplacements maintenant depuis plusieurs semaines. Est-ce que ça peut être aussi un signe un peu vu de l'extérieur sur un poste comme celui-là qui est très important, un peu d'un signe peut-être d'un manque de stabilité sur du long terme d'un point de vue sécurité au sein de l'armée algérienne, Hamid Lelou, et même question derrière pour
pour Anis El-Khama. C'est important tout de même cette stabilité, cette image, ce squelette en termes de sécurité, d'armée, vu de l'extérieur aussi. L'armée, les services de sécurité, y compris l'armée, la police, la gendarmerie et tout ce qui s'ensuit, c'est un pilier très très important de relations internationales. Je l'avais dit, c'est et l'armée et l'économie. Hein. Vous avez le bâton et la carotte. C'est comme ça que le monde marche. Maintenant, vous avez cité la nomination de ce général algérien. J'ai lu un petit peu sa biographie autant que je pouvais, et connaissant son passé pas trop glorieux des années 90 et le fait qu'il soit passé par la case prison il y a quelques années, le mettre à la tête des services de renseignement étrangers, je me demande si c'est pas un signal pour nous, la diaspora algérienne à l'étranger, parce que je pense que ça va être son os le plus important dans son travail, parce que c'est là où je pense que sur le terrain, on va voir du nouveau, de nouvelles pratiques ou bien des pratiques anciennes, peut-être des années 90, 80, où il y a eu quand même l'assassinat de Medelsi, j'ai oublié son nom, un opposant algérien dans les années fin 80. Donc pour moi, la lecture pour cette nomination, c'est attention peut-être à la diaspora algérienne à l'étranger. C'est peut-être un des objectifs. Maintenant, quelle image ça donne à l'international? On sait quelle image que, et quelle fragilité peut-être. Quelle image, mais aussi peut-être est-ce que ça suscite pas ou ça pose pas question sur une certaine fragilité dans la cohésion, l'organisation, la hiérarchie, l'organigramme aussi d'une sécurité, d'une armée comme un pays comme l'Algérie. Pour moi, je pense que le plus important dans tout ça, c'est pas les changements, c'est le fait que cette institution militaire est passée de la grande muette à la grande bavarde. C'est ce bavardage, c'est ce tapage médiatique qui est fait autour de ce que l'institution des services fait. On n'entend pas ce genre de choses dans les pays qui se respectent. Votre sécurité, c'est un secret. Vous ne le partagez pas et vous ne faites pas beaucoup de bruit autour. Vous changez de généraux, vous changez de poste à droite et à gauche, c'est tout à fait normal. Même si c'est que 2 mois après, et encore, ça peut arriver. Mais le fait d'en faire tout un tapage médiatique, moi, ça, c'est quelque chose qui m'interpelle. Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. On passe de la grande muette à maintenant à une institution qui n'arrête pas de parler. H24, on voit tous ces généraux avec leurs casquettes qui passent à la télé, dans les journaux de télévision. Ça, c'est pas normal. Dans un État de droit, dans un État civil, on ne voit pas ça. Un État civil, c'est fait pour les civils qui travaillent et l'institution militaire, elle est derrière, dans le background, elle est là en support. Elle supporte le travail des politiques, mais ce n'est pas elle qui fait le politique. Anis El-Khama, même question. Vous pouvez aussi réagir sur cette réflexion que nous dicte ici Hamid Lelou en nous disant peut-être que l'objectif de l'arrivée du directeur général de la communication et de la sécurité extérieure, Jebbar Mahna, c'est peut-être attention à la diaspora pour aller vite. Vous pouvez réagir là-dessus, bien sûr, mais aussi d'un point de vue international. On évoque là depuis maintenant pas mal de temps la position de l'Algérie, la force, cette puissance donc sécuritaire, donc de l'armée aussi. Est-ce que le fait qu'il y ait des changements comme ça à ce niveau, à un moment très précis, et puis c'est aussi un peu coutumier en Algérie, les ministres, les limogeages, certains reviennent, repartent au même poste, etc. Est-ce que c'est pas signe de faiblesse, de manque de cohérence, de cohésion, un organigramme mal placé, un manque de stratégie aussi à ce niveau-là? Est-ce que ça ne démontre pas une certaine faiblesse là-dessus? Je suis d'accord avec vous, avec Hamid Lelou, que la nomination de Jebbar Mahna n'est pas, au niveau symbolique, elle est très forte. Elle veut dire en interne que le système Toufiq est revenu.
et qu'il est vraiment en place et qu'il ne compte pas se laisser faire. Et au niveau externe, entre guillemets, au niveau de la diaspora, qu'il est possible qu'on ait affaire à beaucoup plus de dureté. Rappelons que, même si, bien sûr, il faut continuer à affiner cette information, mais qu'il y a eu les déclarations de Hicham Aboud disant qu'il y a peut-être eu, je parle au conditionnel, qu'il y aurait eu des tentatives d'assassinat fomentées par le fils de Khaled Nazar. Bien sûr, je parle au conditionnel parce qu'il n'y a pas eu d'enquête et je pense qu'il n'y aura pas d'enquête au niveau interne sur cela, mais il y a eu peut-être une tentative d'assassinat sur la personne de Hicham Aboud et d'autres militants. En tout cas, un projet qui a été fomenté et on a vu des personnes, de sinistres personnages des années 90 qui sont revenus dans cette affaire-là. Peut-être que à l'extérieur, ils ont des garanties leur disant que si vous nous fournissez du gaz et du pétrole, vous avez un peu plus les coudées franches avec vos opposants à l'étranger. Donc oui, bien sûr que la situation peut être dangereuse pour nous. Et cela rappelle encore une fois, et bien sûr c'était Alim Sili en fait qui a été tué dans les années 80 à Paris, en rentrant chez soi par une balle dans le dos. Et bien sûr que tout peut arriver, que les militants à l'étranger, et nous le rappelons à chaque fois à nos frères et sœurs à l'intérieur en Algérie, que nous ne sommes pas en réalité en sécurité à 100%, que tout peut arriver, qu'il y a eu des opposants algériens qui ont été tués à l'étranger, et que bien sûr nous avons l'occasion de parler sur des chaînes à l'étranger, mais jusqu'à quand? Peut-être qu'il y aura aussi des pressions faites sur votre chaîne ou sur des médias algériens de la diaspora algérienne. Bien sûr que tout peut arriver et je veux juste revenir au sujet d'avant. Moi, il y a quelque chose qui me désole énormément, qui m'attriste énormément, c'est que lorsque vous avez l'occasion de voyager un peu dans les pays non francophones ou un peu moins imprégnés de la culture française et que une personne vous pose la question et vous dit d'où est-ce que vous êtes et vous leur répondez en anglais, surtout dans les pays anglophones, I'm from Algeria. Je pense que Hamid, ça a dû lui arriver plus d'une fois. Ils disent ah ok, Nigeria. Donc ils pensent que vous venez du Nigeria. Je vous assure que ce n'est pas une anecdote isolée, ça arrive quasiment tout le temps dans les pays anglophones. La diaspora dans les pays anglophones pourra en témoigner. Et pour leur préciser où est l'Algérie, on est obligé de leur dire que ça se situe entre la Tunisie et le Maroc. Alors que c'est le plus grand pays d'Afrique. Alors que c'est un pays avec d'énormes ressources. Alors que c'est un pays avec une histoire multimillénaire, un pays avec une profondeur incroyable. Est-ce que c'est Jbar Mhenna ou cette clique, pardon du terme, qui sera en charge de vendre l'image de l'Algérie? Est-ce que c'est Jbar Mhenna et Shafiq Msbah qui a été mis aux têtes d'une agence obscure aussi pour la diaspora étrangère et pour les relations, dans le rayonnement de la culture algérienne? Est-ce que c'est ces gens-là qui sont compétents pour pouvoir faire en sorte qu'on ne nous confonde plus avec les Nigériens, avec tout le respect que j'ai pour le Nigeria qui est un pays frère, africain, un pays frère, mais ils feront en sorte qu'on n'ait plus à expliquer que nous sommes ce pays-là qui se situe entre la Tunisie et le Maroc, et je le dis vraiment avec une grande amertume. Merci, belle image. C'est vrai que parfois, malheureusement, on a du mal à situer dans certains pays l'Algérie, alors que... Hamid Delou, vous n'aviez pas commencé, vous avez le mot de la fin sur cette... Voilà, vous pouvez réagir aussi un peu à ce que vient de dire Anis El Khama, si vous le souhaitez. J'aimerais bien quand même... Je confirme ce que Anis avait dit sur le risque que nous encourons, nous, la diaspora à l'étranger. On n'est pas aussi à l'abri, comme le pensent beaucoup de nos compatriotes en Algérie. Mais il faut faire très attention. Ce qui s'est passé pour l'opposant algérien dans les années fin 80, c'est une époque, maintenant c'est une autre époque. Et quand on parle des démocraties, y compris la France, il y a des choses, si vous êtes légalement établi en France, si vous militez pour la cause algérienne dans un cadre juridique, vous respectez les lois du pays, je ne pense pas qu'il y ait aucun risque contre nous. Ça m'étonnerait qu'il risque quelque chose contre nous. Maintenant, vous l'avez bien dit, c'est peut-être un signal. Cette nomination, c'est pour faire peur. Justement, maintenant, on commence à parler. Peut-être il vaut mieux l'ignorer. Peut-être qu'il ne faut pas lui donner autant d'importance ou plus d'importance qu'elle ne mérite.
Le combat continue. C'est pas la nomination de Mhenni Djebbar ou autre qui va arrêter les militants les plus fervents et les plus engagés à continuer à militer dans un cadre de loi, un cadre parce que nous vivons dans le monde occidental qui nous donne ce cadre juridique légal qui nous permet de nous battre pour les droits humains, pour la démocratie, sans avoir peur de répercussions de toutes sortes. Donc, je dis encore une fois, pour moi, rien ne change. Cette nomination, ok, c'est noté, mais sans plus. Je n'ai pas envie d'envoyer ce message, dire attention, il faut avoir peur. Non, si vous militez de manière correcte, il n'y a pas de raison de changer ou d'être réactionnaire. Il faut toujours agir. Il faut toujours agir dans ce qu'on fait et ne pas réagir par rapport à ce qui se passe de l'autre côté. Merci, cher Hamid Lelou, d'avoir été avec nous. Vous le disiez, toujours agir et dans le pacifisme. Mais je crois que les Algériens et les Algériennes l'ont prouvé et le démontrent d'ailleurs depuis plusieurs années, voire depuis plusieurs décennies. Avec nous donc Hamid Lelou, vous êtes à Washington, aux États-Unis, directeur de Reaching into Balance True Social. Merci d'avoir été avec nous. Et Anis Al-Khama, quel plaisir aussi de vous avoir eu pour nous avoir permis de nous éclairer. Merci à tous les deux. Demain, vous retrouverez donc pour un nouveau rendez-vous Jamaldine Benchenouf qu'on a entendu tout à l'heure, que je salue. Algérie, puissante influenceur dans la région du Sahel, point d'interrogation. C'était la thématique ce soir. Merci à Karim, Rada et Jamila de m'avoir accompagné en régie pour réaliser techniquement cette émission. Je vous souhaite une belle soirée sur El Mara Al-Bia.